Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Léa, Liberté, Égalité, Adelphité, l'émission qui parle sans tabou de l'égalité femmes-hommes. Alors Léa paraît plus appropriée pour parler d'égalité. La devise républicaine, aussi ambitieuse qu'elle semble, reste marquée par une invisibilisation des femmes. Nicolas Beauzet, membre de l'Académie française, en 1767 disait « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». Et c'est à cette époque que cette devise apparaît dans un contexte où le masculin l'emporte sur le féminin. Alors aujourd'hui, après avoir parlé de l'égalité femmes-hommes dans la sphère médiatique, nous nous tournons vers la sphère scientifique. Et nous allons voir deux reportages pour faire le point. Tout d'abord un constat factuel, puis un second point sur les potentielles solutions. Alors c'est parti pour le premier sujet, l'égalité femmes-hommes dans la sphère scientifique, le constat. Alors, la place des femmes dans la science aujourd'hui, elle n'est toujours pas optimale. On n'a toujours pas atteint la parité. On a 30% de femmes en moyenne dans toutes les disciplines. Ça dépend un petit peu, la biologie un peu plus, les maths encore moins. Au CNRS, par exemple, on a 34% de chercheuses. Après, il y a aussi toutes les fonctions d'ingénieur, technicienne, postes plus administratifs. Là, sur cette catégorie-là, on est à 50%, mais avec des grosses différences. Les femmes étant beaucoup plus souvent sur des fonctions administratives qu'ingénieurs et dans les grades les moins élevés, alors que les hommes sont plutôt dans les grades les plus élevés. Enfin, il faut bien dire aussi que ça décroît avec l'âge. Donc, dans les postes les plus élevés, il n'y a que 11%, par exemple, dans les professeurs d'université, etc. Et quand on regarde les femmes qui ont été remerciées, récompensées par un prix Nobel, ça tombe à 6%. Après, je pense qu'il y a aussi, et peut-être ça c'est quelque chose qu'on évoque moins souvent, il y a la façon aujourd'hui dont on se prépare à des carrières plus scientifiques, avec en France un système, notamment de classe préparatoire, qui est un système hyper compétitif. Et on est quand même dans un système qui est très très structuré sur des modèles masculins, sur des modèles d'excellence avec des critères un peu virils qui ont naturellement tendance à favoriser les hommes. Pour moi, ce décrochage, il se fait progressivement tout au long de la vie. En fait, il y a des études là, qui ont été de l'ADEPE là, qui montrent que en maths, les filles décrochent dès le CP. Et on a fait ce sondage aussi du temps des Covid, lorsque il y avait beaucoup de télétravail et les enfants restaient à la maison pendant un moment. Et à ce moment-là, ce décrochage n'est pas arrivé. Donc pendant l'année des Covid, les filles et les garçons sont restés au même niveau. C'est lorsqu'elles sont revenues à l'école qu'elles sont retombées. Ça veut dire qu'il y a sans doute la compétition, même à l'école primaire, qui joue, et puis l'environnement, peut-être les professeurs, etc., qui ont leurs stéréotypes en tête. L'image qu'on utilise assez souvent, c'est l'image d'un tuyau percé, avec des embranchements qui, à chacune des étapes critiques, est percé et fait qu'on perd des femmes au fur et à mesure. Après, il y a beaucoup de femmes. Par exemple, moi, je suis enseignante, donc on voit dans les amphis, je sais pas, c'est 70 en première année d'université. Plus on monte vers les thèses, plus ça se réduit. Et surtout, il y a le plafond de verre, mais on voit qu'en position de chef de labo, chef d'équipe, etc., là, les femmes sont énormément réduites. Quand on est chercheur, qu'on est invité à participer à un jury de thèse et qu'on se retrouve la seule femme sur 10 hommes à évaluer le travail d'un étudiant, donc en fait, le fait d'être tout le temps minoritaire, c'est aussi un frein qui fait comme tout le long, on se dit je suis peut-être pas à ma place en fait à cet endroit-là, puisque je suis seule ou on est très peu nombreuses, donc on est peut-être des anomalies et on ne devrait pas être là. Je pense que oui, il y a beaucoup de biais en fait qui sont des biais sociétaux plus que des biais de la communauté scientifique. C'est beaucoup plus difficile à cause de les règles qui ne sont pas vraiment écrites, mais ils existent. C'est pas un sexisme systématique. On voit que souvent une promotion c'est associé à une mobilité géographique et que dans la tête de tout le monde, c'est plutôt madame qui suit monsieur que monsieur qui suit madame. Et puis ensuite, il y a le problème de la maternité des enfants, ils ont pendant un certain temps
qui empêchent d'avoir le plein de leurs possibilités, puisque enfin, il n'y a pas que la maternité, mais il y a aussi l'élever les enfants pendant au moins 15 ans. À ce moment-là, on voit bien que les tâches dans une famille ne sont pas bien réparties. La question des rôles modèles, c'est vrai que si on demande aux gens de donner des noms de scientifiques, ça sera pratiquement que des hommes. Donc ça veut dire que dans la tête des gens, un scientifique, mais juste par la tradition historique, c'est plutôt un homme qu'une femme. Les femmes le syndrome de l'imposteur, elles ont l'impression qu'elles ne cochent pas forcément toutes les cases ou qu'elles ont besoin encore d'un peu plus de temps pour être au bon niveau, pour postuler, alors qu'un homme dira moi je coche toutes les cases, alors qu'en fait il en coche que 2 ou 3 sur 5. La femme, elle va en cocher 4 sur 5, elle va se dire je suis pas encore tout à fait au niveau, donc je vais encore attendre un an. Voilà, parce que moi je vois toutes les femmes, on est un peu mon dossier il est moins bien, et les hommes sont plus dans le diva et puis c'est tout quoi. Donc il y a un truc vraiment de confiance en soi qui nous limite aussi. On n'a pas du tout le même comportement. Il y a, les filles vont dire quelque chose que si elles en sont sûres. Les garçons, ils n'hésitent pas trop à aller à l'esbrouf. Donc de temps en temps ça marche. Et évidemment c'est plus facile de mettre des points même si c'était à l'esbrouf et qu'il y a quelque chose que s'il n'y a rien en fait. Je pense qu'il y a des conséquences aussi sur certains aspects de la recherche qui restent pensés par des hommes et qui du coup ne couvrent pas tous les points de vue possibles ou ne prend pas non plus en compte la dimension féminine. Je pense par exemple à toutes les études médicales, les études par exemple sur les effets des médicaments ou sur les pathologies qui sont faites sur des cohortes d'hommes et qu'on transpose ensuite aux femmes, alors que ce ne sont pas les mêmes sujets, ce ne sont pas les mêmes fonctionnements. Et donc en fait on fait comme si l'homme était le modèle standard, alors que les femmes ne réagissent pas de la même façon au traitement. Bon, avec tout ça, ce que je vois est que vraiment les femmes sont comment dire en français, ils ont vraiment moins de chance que les hommes. Ça, c'est la situation actuelle. C'est mieux que le siècle avant, mais c'est pas du tout bien. De retour sur le plateau et nous accueillons le réalisateur à l'origine de notre émission, Monsieur Ghislain Thomasset. Bonjour Ghislain. Alors dans le premier sujet, vous nous apportez beaucoup d'informations sur la situation actuelle, mais est-ce que c'est si catastrophique que ça ? Catastrophique, je vous laisse juger. On est à peu près à 34% de chercheuses sur la planète, ce qui prouve quand même une grosse minorité de femmes dans ces domaines. Et on peut toutefois sortir des cas particuliers qui donneraient un peu de baume au cœur. Alors bien sûr, je dis qui donneraient. Un cas particulier, par exemple, l'Iran. On en a pas mal discuté avec la jeune mathématicienne qu'on vient de voir. Qui nous disait qu'en fait en Iran, qu'une femme fasse des mathématiques ou de l'informatique, c'était pas un problème. En fait, c'est pas un problème parce que, nous expliquait-elle, ce sont des matières qui ne sont pas valorisées au niveau de la société. Donc en fait, il n'y a pas de problème pour que les femmes fassent du travail dans ces matières-là, puisqu'on sait très bien que dès l'instant qu'un domaine est peu valorisé, les hommes ont tendance à laisser la place. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose que nous a dit cette mathématicienne, et là qui aussi finalement pose question, c'est que l'informatique, les mathématiques, ce sont des matières où finalement il n'y a pas besoin de gros matériel lourd. C'est des matériels que tu peux atteindre finalement depuis chez toi. Donc en fait, là, on est dans un cas où le télétravail n'est pas du tout une avancée au niveau de la société. Et donc du coup, on est dans une situation où finalement la place des femmes dans la science ne peut pas être jugée simplement à l'aune des statistiques. Et alors dans le premier reportage, on parle de tuyaux percés. Plus le niveau de responsabilité monte et moins les femmes sont présentes. Donc une fois de plus, la notion d'égalité femmes-hommes se heurte à la notion de pouvoir. Oui, c'est ce qu'on avait déjà constaté dans l'émission précédente quand on avait travaillé sur la sphère médiatique. En fait, dès l'instant qu'il est question de pouvoir, on voit les hommes remonter au pouvoir, remonter à l'assaut et laisser peu de place. Et de par finalement notre société, les femmes étant finalement peut-être moins intéressées, on leur laisse moins la place vers ces notions de pouvoir qui sont quand même très masculinistes. Donc oui, c'est un triste constat.
Alors, quelles sont les solutions ? C'est justement ce que nous vous proposons de regarder tout de suite avec le second volet, le second reportage, l'égalité femmes-hommes dans la sphère scientifique, les solutions. On sait que le Panthéon n'est pas un modèle de parité, mais il y a une telle puissance des femmes qui sont présentes ici, et puis il y a aussi un tel rattrapage, parce qu'on voit bien que ces dernières années, cette question des femmes est beaucoup plus prise en compte, depuis évidemment l'arrivée de Marie Curie, qui est la première femme à entrer au Panthéon en 1995. On sent que cette dimension, elle est beaucoup plus présente. Et puis, il y a cette puissance des femmes. On le voit dans les visites qui sont faites et qui sont là. Marie Curie est extrêmement visitée. On a des visiteurs qui vont venir déposer un petit mot, des étudiants. Donc, on sent la puissance de l'influence. Je sais que le problème n'est pas les femmes. Je sais que beaucoup de fois, tout le temps, il y a des groupes qui disent « Ah oui, on doit donner des pouvoirs aux femmes ». Mais c'est pas ça. Les femmes ont des pouvoirs. Dans les fausses bonnes idées, et je pense que c'est important de le dire, j'en vois au moins deux. Il y en a une qui est de dire on va mettre des femmes dans tous les comités, comme ça on donnera l'impression qu'il y a des femmes. Alors ça peut-être c'est très bien sur le papier, mais la conséquence immédiate, c'est que si vous avez 10% de femmes dans une communauté, soit on travaille beaucoup plus, soit en fait on fait plus de tâches administratives et moins de recherche. Donc ça me paraît une mesure qui est à côté de la plaque. Je reste quand même convaincue que s'il n'y a pas des mesures d'obligation et de forçage, naturellement, les écarts, les biais ne se résorbent pas d'eux-mêmes. Dans les autres mesures qui sont délicates, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, mais il faut vraiment manier ça avec prudence. Il y a la question des quotas sur des recrutements, ou ici à l'académie, à un moment, il y a des questions, c'est pas ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est très mauvais aussi, parce que avec la discrimination positive, il y a automatiquement de la frustration chez les hommes et un syndrome de l'imposteur chez les femmes. Il faut l'éducation des femmes en général, et des petites filles, sur la confiance en soi, leur capacité à y aller malgré tout. Faire comprendre à toutes les filles, toutes les jeunes femmes que toutes ces portes leur sont ouvertes, qu'elles sont bienvenues et qu'elles sont légitimes et compétentes. Il va y avoir des actions qui vont être des crédits débloqués, etc., pour pouvoir les mettre. En effet, il en ferait beaucoup plus, et surtout beaucoup plus en sciences, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu être professeurs plutôt scientifiques. En fait, on est dominé par des littéraires dans les petites classes, dans le primaire, etc. C'est pas seulement aux femmes, entre guillemets, de changer, voilà, de devenir comme les hommes. Il y a peut-être aussi les hommes qui pourraient... Enfin, les hommes, il ne s'agit pas de tous les hommes, mais on va dire la dominante masculine, de changer un petit peu de comportement. Le problème est que les autres discriminent les femmes. Donc moi, je pense que s'il y a de l'éducation, ça ne doit pas être pour les femmes, ça doit être pour les autres, pour les chercheurs avec les postes fixes, pour les hommes, pour les directeurs de thèse, pour ces gens, pas pour les femmes. Au niveau du CNRS et des actions qu'on mène en faveur de la parité, on adopte, je pense, une technique habituelle en sciences et en recherche, c'est de dire d'amener des chiffres, d'amener des faits. Et on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait des suivis quantitatifs pour montrer l'évolution. Parce que pour maintenir tout le monde motivé, il faut quand même qu'il y ait un peu de succès. La science, c'est une méthode, et puis c'est beaucoup de plaisir en fait. Et donc je pense que quelque part de rétablir aussi cette vérité sur la science, qu'on en fait par plaisir, que c'est un jeu, que c'est quelque chose qu'on fait avec d'autres, qu'on découvre plein de choses, qu'on peut être curieux, enfin voilà, d'autres choses que on va faire la compète et on va être plus fort que le voisin. Je pense qu'on change vraiment la posture des gens par rapport à la science. Donc voilà, on essaie de communiquer cette image-là, il faut que ça fasse envie, qu'on se dise ah, ouais, c'est passionnant, et puis le montrer concrètement, quoi, des parcours de femmes.
ou avoir leurs photos, pouvoir échanger avec elles, voir qu'elles sont féminines. Alors, ce qu'on fait, par exemple, à l'Académie des sciences, on distribue des prix, on valorise les sciences, on valorise les chercheurs, les chercheuses. Donc là, on a, à l'Académie des sciences, 80 prix par an environ. Et donc, on essaie de trouver et de rendre visibles les femmes, et ça marche. Tout d'un coup, on en voit beaucoup plus qui émergent, alors qu'elles faisaient un très très bon travail, mais étaient un peu invisibilisées. Il y a des gens qui font des choses. Par exemple, je sais que maintenant, à l'UNES Lyon, il y a une bourse spécifique pour les étudiants, les femmes qui entrent à l'école, qui est très bien. Ça veut dire qu'ils peuvent être étudiantes, pas élèves, mais ils ont des bourses, ils ont payé, qui est super bien. Il y a des groupes locaux qui font, par exemple, des groupes pour dire aux femmes comment faire s'ils sont discriminés. On essaie, au CNRS par exemple, on a vraiment sensibilisé à travers un outil d'auto-formation près de 10 000 agents. On peut faire ça tout seul, montrant justement les biais de genre dans un parcours scientifique. En fait, la communauté scientifique, elle a besoin d'une grande diversité. Donc, c'est pas juste que les femmes ont le droit de faire des sciences, c'est que la science a besoin des femmes. La science a besoin de la plus grande diversité possible. Donc là, on parle d'hommes et de femmes, et moi, pour moi, c'est toujours important d'ajouter aussi d'une diversité sociale, d'une diversité de formation, d'une diversité... Encore une fois, par rapport à ce que je viens de dire avant, le maître mot pour moi en science, c'est la créativité. Et la créativité, elle est décuplée si on est différent. Comme le dit si bien Laure Saint-Raymond, la science a besoin de diversité, et donc des femmes comme des hommes. Une étude du MIT vient de sortir avec une analyse très pragmatique de la situation. D'ici 2050, 70% des métiers des STIM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, n'existent pas encore. Il va donc falloir des forces supplémentaires pour répondre à cette demande, j'imagine. Oui, et du coup, comment se passer de 50% de l'humanité ? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des actions qui sont en cours pour faire changer les choses ? En fait, le monde associatif est très en pointe sur ce sujet-là, comme souvent en France, où nos politiques ont tendance à être un peu à la traîne. En fait, il y a des associations comme Femmes et Maths, Femmes Ingénieurs, Femmes et Sciences. Et pour citer une des nombreuses actions de Femmes et Sciences, par exemple, il y a une exposition qui s'appelle Science Taille XXL, dont on voit l'affiche d'ailleurs dans le reportage, qui consiste en une exposition de photos en pied de femmes scientifiques, accompagnées d'un petit QR code qui va permettre à tout un chacun de se connecter sur la page dédiée à cet effet pour lire finalement le parcours de ces femmes et leur métier. Ça fait une ouverture sur ce sujet qui est assez sympathique, avec des photos qui sont très chouettes. Et en fait, cette exposition a déjà pas mal bourlingué. Elle a été dans nombre de lycées, de collèges, de médiathèques. Mais elle est aussi partie à l'international. Bon, avant de partir à l'international, elle était tout autour de la mairie de Paris, puisqu'elle était affichée sur les grilles de la mairie de Paris. Et puis elle est partie à l'international. Elle est partie au Caire, en Égypte. Elle est partie en Russie. Elle est partie en Chine. Et dernièrement, elle est partie aussi aux États-Unis grâce aux ambassades françaises. Alors aux États-Unis, les dernières prises de position de Donald Trump et de J.D. Vance ne vont pas dans ce sens-là. Oui, en effet, pas vraiment dans ce sens-là. Hein. Fort d'avoir licencié la présidente de la NASA au prétexte que c'était de la discrimination positive. Là, dernièrement, le gouvernement Trump vient de supprimer les biographies des femmes scientifiques du site de la NASA. Dans le reportage, on fait allusion au fait que le décalage fille-garçon apparaît dès le CP. On en est où à ce niveau-là ? Alors à ce niveau-là, bon, le constat a été fait par l'ADEP. Vous avez eu les chiffres tout à l'heure. Grosso modo, les filles en fin de CP, en début de CE1, ont 7 rangs de retard sur les garçons, alors qu'en entrée en CP, elles sont exactement au même niveau que les garçons, ce qui donne un tableau un peu sombre, un peu étrange, d'autant plus que quand on regarde ce qui se passe en français, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Quand on regarde ce qui se passe en français, les garçons ont du retard à l'arrivée en CP par rapport aux filles, et puis ils rattrapent un petit peu leur retard. C'est pas des foudres de guerre en français, mais ils rattrapent un petit peu quand même. Donc on est vraiment dans
deux situations totalement différentes. Alors bon, ces situations, elles s'expliquent aussi par le fait que les petites filles ont un rôle modèle en face d'elles, puisque une très très forte majorité des professeurs des écoles sont des femmes, et qu'en plus, eh bien, une très très forte majorité des professeurs des écoles viennent de formations littéraires. Donc les petites filles se retrouvent avec finalement un rôle modèle, parce que la maîtresse c'est quelque chose pour une petite fille, un rôle modèle qui est assez souvent littéraire et pas toujours à l'aise avec les sciences. Alors, l'association Femmes et Sciences, par exemple, envoie des binômes auprès des collèges, mais aussi auprès des primaires et même des maternelles, des binômes de femmes qui vont parler de leur métier, parler de ce qu'est un scientifique, faire des petites expériences, une petite coccinelle qui vole comme ça, simplement parce qu'il y a un miroir concave en dessous, un rayon laser qui rebondit dans un liquide à l'intérieur d'un aquarium. Tout ça pour montrer aux enfants finalement ce qu'est la science, montrer que ça peut être marrant, que c'est pas magique. Et puis du coup, donner d'autres rôles modèles féminins, mais qui ce coup-ci sont à l'aise avec la science, sont heureuses dans la science, etc. Et donc d'après vous, c'est le modèle associatif qui fait le plus avancer le sujet ? Tout à fait, le modèle associatif est très en avance. Maintenant, on peut aussi compter sur l'éducation nationale. On a, pour lutter contre la désaffection des mathématiques qu'on constate au niveau des élèves, on a le plan Villani-Torossian, par exemple. Et puis, on a des actions locales, des projets qui sont beaucoup plus locaux. On a à Pierrefitte, dans le 93, pas très loin d'ici, un projet qui s'appelle « Dans la peau d'un chercheur, d'une chercheuse », qui est porté par Camille Leux et Nicolas Dutilieu, et qui a comme principe de faire visiter à des élèves, ça touche pour l'instant 550 élèves, donc c'est quand même pas négligeable, de faire visiter à des élèves le Collège de France, le Panthéon, de faire rencontrer des chercheurs du Collège de France à ces enfants, de faire des petites expériences avec, donc de jouer, de trouver des solutions, de rechercher, de se mettre dans une situation de chercheur, et puis d'avoir aussi des interventions du musée Curie. Et donc à partir de là, d'avoir des jeunes qui ont une autre vision de la science, pas quelque chose de rébarbatif et d'inatteignable. Récemment, il y a le projet Les 40 Sœurs d'Hypatie. Vous pouvez un petit peu en parler ? Alors les 40 Sœurs d'Hypatie, c'est un projet qui a démarré dans les années 2021, sauf erreur de ma part, et qui part du constat que lorsque vous êtes au pied de la Tour Eiffel, que vous levez les yeux, au premier étage, il n'y a que des noms d'hommes. Il y a plein de scientifiques, c'est chouette, c'est super, mais il n'y a que des hommes. Et donc, le projet, c'est au deuxième étage d'aller mettre 40 noms de scientifiques femmes. Donc ce projet, il est marrainé par Femmes et Sciences, et il a été adopté par la mairie de Paris, puisqu'il y a eu une déclaration de presse faite la semaine dernière pour justement lancer le projet les 40 Sœurs d'Hypatie et avoir enfin, certes, des rôles modèles qui sont quasi inatteignables tellement elles sont exceptionnelles, mais comme les hommes qui étaient un peu plus bas, quoi. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait que des hommes. C'est des bonnes nouvelles, tout ça, finalement. C'est des bonnes nouvelles, mais qu'il va falloir pondérer, hélas, parce que le Haut Comité à l'égalité vient de sortir son rapport, là aussi il y a quelques semaines à peine. Et pour la deuxième année consécutive, exactement comme l'année dernière quand on parlait de la sphère médiatique, où elles nous ont alertés sur ce constat-là, ils et elles font le constat dans ce rapport que le sexisme est en train de reprendre du terrain auprès des jeunes hommes entre 18 et 35 ans. Alors, certains sociologues disent que c'est qu'une minorité, donc espérons-le. Et sur ce petit moment d'optimisme, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt dans un nouveau numéro de Léa. Et d'ici là, n'oublions pas cette phrase de Laure Saint-Raymond, c'est la science qui a besoin des femmes.